Bonsoir, bienvenue à tous, aux étudiants de l'UQTR en particulier, qui pourraient venir plus souvent. On a la chance d'avoir tous les cours, c'est la première fois, et que c'est quelque chose. Mais quand c'est un prof d'université, Céliane ou Ramon, là, il y a un peu plus d'étudiants, mais on rencontre quand même sur la relève. Il faut des jeunes dans la diffusion populaire de la philosophie. Merci d'être là. Alors, on a la chance de recevoir Jimmy Claude, qui est professeur régulier de philosophie analytique à l'UQTR. Il est aussi le directeur des programmes de premier cycle au département de philosophie. Jimmy Claude est président de la Société de philosophie des régions au cœur du Québec. Aussi co-directeur de la revue philosophique, dont le dernier numéro. On avait parlé d'ancien ce soir? Oui. OK. Donc, ce soir, il va y en a qui vont en être question. Et ce soir, il va nous parler de l'intuition en philosophie. Alors, accueillons Jimmy Claude. Merci Clément. Ça va le son? C'est pas trop fort? En fait, j'ai été co-directeur, pas de la revue philosophique, mais du dernier numéro de la revue philosophique, qui est un numéro sur l'intuition, en fait, nature, rôle et importance de l'intuition en philosophie, qui faisait suite à un colloque que j'avais organisé avec un collègue québécois, mais qui œuvre à Salzbourg, en Autriche, Guillaume Fréchel. Et en fait, si on peut faire ça public, comme ça les gens peuvent voir. Je ne vais pas aujourd'hui vous présenter exactement ce que j'avais fait à l'époque. C'est plutôt la suite des réflexions qui ont commencé sur l'intuition il y a environ 2 ans. En fait, non, c'est comme ça. Je vais vous faire une conférence aujourd'hui sur une certaine forme d'intuitionnisme et une certaine conception de l'intuition. Dans un contexte très particulier, le contexte actuel des réflexions métaphilosophiques sur ce qu'est la philosophie. Okay? C'est ça le contexte de la conférence. Les réflexions sur la philosophie, je vais en toucher un petit mot tout à l'heure, connaissent un renouveau important aujourd'hui dans le monde, pour des raisons que je vais expliquer. Et une des options, une des réponses qui est souvent donnée à la fameuse question « Qu'est-ce que la philosophie ?» c'est la réponse intuitionniste. Okay? Donc il y a une position comme ça qui est apparue aux États-Unis. Le texte fondateur date de 1998. Okay? Qui défend l'idée, dans le fond, que la philosophie, c'est quoi? C'est une activité réflexive qui s'appuie sur l'intuition dans sa façon de faire, mais aussi sur l'intuition comme fondement en dernier recours pour trancher les questions philosophiques. Okay? Ça intéresse beaucoup de gens parce que ça semble promettre quelque chose comme une voie royale vers les réponses aux questions philosophiques. Une voie non scientifique. Parce qu'il y a une tendance aux États-Unis depuis plusieurs années à s'inspirer de la science en philosophie. Et il y en a qui aiment moins ça. Bon, ces gens-là ont un gros défi, c'est ce qu'on appelle l'évidentialisme.
Donc, c'est la thèse selon laquelle l'intuition, en tout cas une certaine sorte d'intuition, peut vraiment nous donner une évidence, une preuve pour la connaissance philosophique. Et là, ça, c'est assez controversé. Il y a assez peu de gens qui marchent là-dedans, qui disent « Ah, mais non, mais l'intuition, ça peut aider, ça peut éclairer, ça peut donner des bonnes idées, mais ça ne peut jamais constituer quelque chose comme une preuve. » Donc ça, c'est un peu leur défi. Et les intuitionnistes se cassent la cervelle là-dessus, depuis qu'ils ont proposé l'intuitionnisme sérieusement, pour essayer de trouver une conception de l'intuition qui tienne la route, qui rende cette idée-là que la philosophie, c'est une discipline intuitive, plausible. Okay? Bon, il y a eu toutes sortes de conceptions de l'intuition qui ont été proposées, qui ont plus ou moins convaincu les gens, jusqu'à relativement récemment, dans les années 2010, un nouveau venu aux États-Unis sur la grande scène philosophique, Elijah Chudnow, qui est une sorte de petite étoile montante, qui a fait publier beaucoup de choses sur l'intuition, dont ce livre en 2013, Intuition, où il propose une conception de l'intuition comme étant une forme de perception intellectuelle. Et là, il y en a qui disent, qui sont convaincus que voilà, on a enfin quelqu'un qui a une conception de l'intuition prometteuse, qui ferait en sorte que l'intuitionnisme serait une conception de la philosophie plus que crédible. Ce serait quelque chose comme la voie à suivre. Et donc, il y a quand même pas mal de publications qui ont été faites là-dessus, c'est discuté, c'est débattu. L'idée de base, je vais l'exposer plus en détail tout à l'heure, c'est que l'intuition serait un peu comme une perception physique, sauf que là, ce ne serait pas physique, ce serait intellectuel. C'est un argument par analogie, si on veut. L'intuition, ce serait une faculté de voir ce qui est abstrait, ce qui est non concret, qu'on aurait. Les êtres humains, mais qui demanderaient, bien entendu, à être perfectionnés. Okay? Donc, les bons philosophes, ce seraient ceux, dans le fond, qui auraient bien développé, grâce à leur vécu, leur intuition sur les questions philosophiques. Donc, c'est ça leur idée. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, j'ai été tenté par ça, j'ai beaucoup réfléchi. J'avais mon collègue Fréchette qui me disait « Mais oui, c'est la voie à suivre, Jimmy. » Bon, et finalement, ben, j'ai un peu déchanté en les lisant, en travaillant là-dessus. Je cherche toujours c'est quoi la philosophie, et je suis un peu moins certain, après avoir travaillé là-dessus, que la solution se trouve là. Okay? Donc ce soir, c'est plate, mais je vais un peu casser le party des intuitionnistes. En tout cas, de Chudnow, si on veut. Je vais essayer d'indiquer, à mon avis, des problèmes, des limites à l'analogie entre intuition et perception. Chudnow est très fort, il est très subtil pour montrer les points communs qu'il y a entre la perception et l'intuition, et sur cette base-là, à rendre relativement plausible l'idée que l'intuition est une forme de perception. Okay? Mais moi, je pense qu'il y a des différences entre la perception et l'intuition que Chudnow n'a pas vues, ou s'il les a vues, il les a glissées sous le tapis, okay? Qui sont suffisamment importantes pour dire, ben non, l'intuition, c'est pas de la perception. Et donc, ça va pas marcher. Ça a l'air de marcher parce que la perception, ça semble être une bonne source de savoir.
la plupart des gens reconnaissent ça. Quelle est la couleur du chandail de François Champoux? Rouge. Bon. Comment le sais-tu? Je l'ai vu. Bon. Là, tu vas dire, tu l'as vu. Bon, Descartes dit, les sens nous trompent. Mais les sens, souvent, on ne nous trompe pas aussi. Okay? On considère ça comme étant relativement fiable. Donc, si on arrive à faire ce que Chernov entend faire, c'est-à-dire à montrer que l'intuition, c'est une forme de perception, comme la perception, c'est relativement fiable, on a envie de dire, on est en voiture. Enfin, on a une conception de l'intuition qui peut tenir ses promesses. Okay? Les sceptiques seront confondus. Bon, dit Chernov. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je pense que je suis sceptique et je ne vais pas vous convaincre qu'il faut être sceptique, mais je vais essayer quand même de montrer, donner des raisons de penser que ça ne marche pas. Mais je ne les dis pas tout de suite, ok? Je me garde un peu de suspense. Ok. Non, pardon. Un petit mot d'abord sur la réflexion en métaphilosophie. Il n'y a plus beaucoup de monde en philosophie qui réfléchissait jusqu'à récemment à c'est quoi la philosophie. Pourquoi? Parce que les gens étaient un peu cantonnés dans les deux grands camps qui existaient depuis le début du XXe siècle, philosophie continentale, philosophie analytique. Et donc, quand on demandait à quelqu'un c'est quoi la philosophie, les gens ont un peu des réponses toutes faites. Ben, moi, je suis un philosophe analytique, donc je pense que la philosophie, c'est pratiquer l'analyse du langage. Les continentaux disaient peut-être des choses comme c'est pratiquer la phénoménologie à la Heidegger ou quelque chose comme ça. Okay? Maintenant, depuis la fin du 20e, début du 21e, on entend beaucoup moins parler des disputes entre philo-analytique et philo-continental. C'est comme si les gens dans les deux camps avaient un petit peu déchanté et commençaient à chercher d'autres pistes de réflexion, d'autres conceptions. Et il y en a de plus en plus des conceptions qui apparaissent. Donc, il y a des nouveaux paradigmes en philosophie, peut-être plus dans la tradition analytique, mais c'est peut-être aussi parce que je les connais mieux. Mais il s'est développé, par exemple, en 2008, aux États-Unis, il y a des gens qui ont fait apparaître un manifeste de la philosophie expérimentale. Et là, ça, c'est en train de se répandre dans le monde entier. Des gens qui s'appuient sur les sciences cognitives, notamment. Il y a un courant en intuitionnisme philosophique, c'est celui dont je vais parler aujourd'hui. Et le réductionnisme méthodologique, c'est quoi? Ben, c'est les gens qui pensent qu'on doit faire la philosophie en s'appuyant sur les sciences et, dans la mesure du possible, en pratiquant la méthode des sciences. Donc souvent, ça ressemble à quoi? Ben, Daniel Dennett, qui est un philosophe peut-être relativement connu, fait partie de ça. Certains des philosophes qui conçoivent la philosophie comme ça, parfois, vont faire de la philosophie un peu, pour vous donner un référent plus populaire, à la Boucard Diouf. Donc, ils vont réfléchir sur des questions plus philosophiques, mais à partir des données des sciences. Et ça, c'est très en vogue aux États-Unis. Bon, il y a des gens qui réagissent, il y a les Wittgensteiniens qui défendent l'idée que la philosophie, c'est pas théorique, et ainsi de suite. Et Williamson s'est fait connaître, il a publié un gros livre en 2007, La philosophie de la philosophie, où il reste attaché à l'idée que la philosophie, c'est de l'analyse conceptuelle. Okay? Et donc, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je réfléchis à ces choses-là et j'essaie de trouver la réponse à ces questions-là. Et pendant un temps, comme je vous ai dit, j'ai été un peu séduit par l'intuitionnisme, et c'est ce qui m'amène à vous en parler aujourd'hui. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais essayer de relativiser un petit peu à ce niveau-là, concernant la valeur de l'intuitionnisme. OK. Donc, pour être un peu plus précis, c'est quoi qu'ils disent les intuitionnistes? Bon, il y a une première thèse qu'ils soutiennent, qui est au niveau méthodologique.
qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que c'est que de faire la philosophie? Et selon eux, faire de la philosophie, c'est vraiment réfléchir sur des questions philosophiques. Là, ils ne vont pas forcément dire c'est quoi, toujours des questions philosophiques, mais en s'appuyant ultimement sur une forme d'intuition intellectuelle. Okay? Selon eux, tout dialogue, toute réflexion, tout débat philosophique, en bout de ligne, ça implique qu'on en vienne à un moment donné à faire appel à une intuition. On discute de quelque chose. Est-ce que c'est mal? Okay? Bon, telle chose. Est-ce que le gouvernement devrait aller chercher les gens qui sont allés à Saint-Martin malgré les menaces d'ouragan, et qu'on devrait payer ça de notre poche? Bon. Alors, argument, contre-argument, ainsi de suite. Mais en bout de ligne, bon, l'argument, est-ce qu'il est bon ou pas, les intuitionnistes vont dire ben, on va faire appel à de l'intuition. Ok, vous avez une citation ici, rapidement, mais elle est très parlante. Okay? Donc, c'est d'un livre de Florian Kova, qui est un ami, qui a publié en 2011 un petit livre d'introduction à la philosophie expérimentale. Donc, Kova dit « Il me semble que la philosophie est la seule discipline universitaire où les intuitions jouent un rôle si important dans la justification et la défense des théories. Cela ne veut pas dire que les intuitions ne puissent jouer un rôle dans d'autres disciplines, mais ce rôle n'est pas le même. On peut distinguer trois grands rôles que peut jouer l'intuition. Un, elle peut guider le chercheur dans la formulation de nouvelles hypothèses. Deux, elle peut servir, sur la base d'exemples, à expliquer une théorie. Et trois, elle peut servir à justifier une théorie. Si l'on prend le cas de la physique, on peut voir que l'intuition est remplie des rôles 1 et 2. Elle peut guider le physicien dans la formulation de nouvelles hypothèses et dans ses tentatives pour les prouver. Et elle peut être utilisée pour expliquer des théories mondialistes. Par contre, elle n'y joue pas le rôle 3. Les physiciens ne justifient leur théorie. Ne justifient leur théorie en disant, ne justifient pas leur théorie en disant qu'elles sont intuitives. Pardon pour la coquille. Mais dans ça nous donne, je pense, un bel aperçu de ce que pensent les intuitionnistes. Faire de la philosophie, c'est à quelque part se ramener à des convictions intuitives. OK. Bon, il y avait un exemple pour illustrer ça d'un grand philosophe américain, je passe. C'est une thèse, soit dit en passant, une petite parenthèse, qui est surtout populaire en philosophie morale. Okay? Actuellement, aux États-Unis, une grande partie des gens qui travaillent en éthique, en philosophie morale, se disent intuitionnistes et sont convaincus que, dans le fond, toutes les questions concernant le bien et le mal sont affaires d'intuition. Le grand responsable de ça, c'est sans doute Michael Weimer, qui a publié en 2005 Ethical Intuitionism. Et là, d'entrée de jeu, dans le livre, dans l'intro, il prend position, il dit « Ma position est une forme d'intuitionnisme éthique. Nous sommes justifiés à croire des énoncés évaluatifs, donc naturellement des énoncés de la morale, c'est bien, c'est mal, c'est ainsi de suite, sur la base d'intuition rationnelle. Notre connaissance des vérités morales n'est pas complètement dérivée de la perception sensorielle ou de vérités non morales, sous-entendu factuelles. Au moins quelques vérités morales sont évidentes par elles-mêmes. Et là, bien entendu, ce qui est sous-entendu, c'est qu'elles sont évidentes intuitivement. Okay? Alors ça, c'est une grande tendance aux États-Unis en philosophie morale. OK. L'autre thèse importante, et c'est celle-là, moi, qui me choque le plus. J'ai pas tellement de mal avec la thèse méthodologique.
ça arrive parfois quand on a des discussions philosophiques, que je me dis, ben, il me semble que mon intuition me laisse croire que c'est quelque chose de mal quand même. Il me semble que je ne ferais pas ça. Ça heurte mes intuitions, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on fait parfois, il me semble. Mais la thèse la plus controversée, c'est, à mon avis, la thèse épistémique, qui dit la chose suivante. On a du savoir en philosophie, et toute connaissance philosophique trouve sa justification ou dérive d'une connaissance qui trouve sa justification dans l'intuition, ce qu'ils appellent l'intuition rationnelle, des fois l'intuition philosophique. Okay? Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que le savoir philosophique, c'est du savoir intuitif. Okay? Là, je cite Tchounov, qui n'est pas le premier à l'avoir dit, à l'avoir défini, mais il en donne une définition relativement claire. Tchounov va parler de croyance qui équivaut à du savoir parce qu'elle est basée sur une intuition. Alors, c'est vraiment ça, présenté sommairement, mais dans son essence la plus pure, que l'intuitionnisme. Bon, l'implication que ça a, c'est ce qu'ils appellent souvent l'évidentialisme ou la thèse évidentialiste. Et c'est ça qui est controversé, c'est ça leur grand défi à eux. La thèse dit en substance la chose suivante: il y a des intuitions telles qu'elles constituent une évidence. Et là, c'est évidence dans le sens de l'anglais evidence, une preuve, une raison indéniable pour la vérité d'une proposition philosophique, et c'est-à-dire une proposition quelle qu'elle soit. Ça peut être par exemple tuer c'est mal. Okay? L'être humain est corps et esprit, quelque chose comme ça. Alors, c'est ça que ça implique. Leur théorie ne peut pas être vraie si cette thèse-là n'est pas vraie. Okay? Et là, c'est un peu ça la difficulté, à la fois l'attrait et le, comment dire, le pessimisme qui entoure parfois l'intuitionnisme. C'est que ça semble beau en théorie, les gens disent super, c'est pas vrai que la philosophie a à être inféodée à la science. D'ailleurs, le premier intuitionniste des temps modernes, George Miller, en 1998, après avoir soutenu ça, disait, et d'ailleurs, puisque la philosophie est intuitive, on a un argument majeur pour défendre l'autonomie de la philosophie par rapport aux sciences et l'autorité de la philosophie. Pourquoi est-ce que les scientifiques, en réalité, sont pas mieux placés que nous pour répondre aux questions philosophiques? C'est parce qu'ils n'ont pas développé leur intuition philosophique comme nous. Okay? Quelque chose comme ça. Alors, il y a des philosophes que ça interpelle, qui disent, ben voilà, oui, c'est une source de connaissances scientifiques qu'on manquait, de philosophie, pardon, qu'on manquait. Et là, il faut prouver ça. Okay? Est-ce que c'est vrai que l'intuition peut justifier comme ça des croyances, peut faire en sorte qu'on ait du savoir? Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Il y en a qui disent, mais non, mais ça ne se peut pas. Il n'y a pas vraiment quelque chose dans l'intuition qui pourrait faire en sorte que l'institution justifie à elle seule la vérité d'une de nos croyances. Okay. Bon, là, il y en a qui invoquent des travaux en sciences cognitives, on dit « Ah non, mais nos intuitions sont gravées par des biais cognitifs. Okay. » Bon. Il y en a qui ridiculisent ça. Oui, l'intuition. Ça ne marche pas. Une fois sur deux, mon intuition est dans le champ. Il y en a qui ont trouvé des réponses à ça, ou qui ont tenté de donner des réponses à ça. Oui, mais les biais cognitifs se corrigent. Ils
ont fait des travaux aussi là-dessus pour essayer de montrer ça un peu. Mais depuis quelques années, le consensus est à l'effet que on va pouvoir relever ce défi-là uniquement avec, ça va commencer par ça, une bonne conception crédible de l'intuition. Okay. Et là, ça a donné quoi? Rapidement. Il y en a qui ont proposé l'idée d'une intuition comme une forme de compétence. Et là, leur modèle, c'est un peu celui de l'expert. On dit, ah, vous voyez souvent les experts, ils sont capables de te dire, ils sentent, telle affaire, ça va arriver. Okay. Bon, un exemple d'expert, par exemple, qu'ils aiment bien donner, il y a des gens en affaires qui marchent là-dedans. Le gars, la fille, qui est capable de l'intuition pour te dire quand est-ce que le marché boursier va partir en descendant puis en montant. Okay? C'est une affaire de la business, là, la bourse, la spéculation, c'est une affaire d'intuition. Puis quand tu as une bonne intuition, tu es un bon businessman, tu vas pouvoir décrocher le jackpot. Okay? Et là, c'est un peu l'idée de ces gens-là, c'est qu'à force de vivre des choses, réfléchir sur la philosophie, considérer des arguments, contre-arguments, on développe une compétence intuitive qui fait qu'on le sent. C'est bon, c'est mal, quelque chose comme ça. Donc, il y a un philosophe américain qui a travaillé fort là-dessus, Ernest Sosa, mais avec des succès mitigés quand même. Celui qui a eu le plus de succès, je pense, c'est Chudnoff avec son idée d'intuition comme perception intellectuelle des réalités non concrètes. Okay? Donc, Chudnoff dit la chose suivante, je le cite, « L'intuition est une forme de perception intellectuelle, tandis que les perceptions sensorielles sont des expériences qui ont pour prétention et qui parviennent parfois à révéler comment sont les choses dans la réalité concrète, en nous rendant sensiblement conscients, cette traduction d'anglais aware, de cette réalité. Les intuitions, elles, sont des expériences qui ont pour prétention et qui parviennent parfois à révéler comment sont les choses dans la réalité abstraite, en nous rendant intuitivement conscients de cette réalité. Bon, là, vous allez dire, wow, c'est une grosse définition théorique, tout ça, c'est un peu lourd, un mardi soir surtout. Il y a un exemple, OK? Qui est l'exemple de Chudnoff de ça? Un exemple avec comme objet abstrait, des objets mathématiques. Donc, je le cite encore une fois, « Il fut un temps dans ma vie où je ne savais pas que les cercles sont symétriques au niveau de leur diamètre. Je n'y avais tout simplement pas pensé. C'est désormais quelque chose que je sais. Cela me semble tout aussi certain que tout ce que je crois. Que s'est-il passé? J'ai tout simplement imaginé que je pliais des cercles au niveau d'un de leurs diamètres. Et j'avais alors l'intuition que les cercles sont symétriques au niveau de leur diamètre. Une intuition que j'ai acceptée en tant que telle. Si cette explication est correcte, alors ma croyance que les cercles sont symétriques au niveau de leur diamètre est une connaissance parce qu'elle repose sur mon intuition. C'est donc mon intuition qui fait que je sais que les cercles sont symétriques au niveau de leur diamètre. Okay. Ça, c'est son exemple à lui. Ben, en tout cas, c'est un de ses exemples. C'est peut-être celui qu'il donne le plus souvent. Okay. C'est pas le seul, mais c'est celui qui revient le plus souvent. Moi, je l'ai choisi parce que je pensais que de tous ceux qui le tenaient, c'était peut-être le plus parlant. Okay. Donc voilà, pour vous donner une idée. Le temps avance vite, hein? Il me reste quoi? 10-15 minutes? 10 minutes, ok. 15. Je vais accélérer un petit peu alors pour ce qui est de l'exposition de ça, pour ne pas passer à côté de mes arguments. Je
juste attirer votre attention ici, là-dessus, l'analogie avec la perception physique. Okay? Comme je disais tout à l'heure, souvenez-vous l'idée, comment est-ce que je sais que le chandail est rouge? C'est quoi qui me justifie? C'est que j'ai ma perception physique qui me donne accès, un accès cognitif à mon objet. Okay? Et c'est pas toujours, okay? Mais c'est parfois un accès suffisant, okay, pour que je sois justifié de dire que le chandail est rouge. Okay? Mais ça n'exclut pas qu'on se trompe. Et là, sur cette base-là, Chudnoff dit, si je veux vraiment démontrer qu'il y a analogie, je dois travailler là-dessus. Donc, quand je dis là-dessus, c'est quoi? Un, c'est sur le fait que l'intuition donne un accès cognitif à l'objet. Exactement comme par la vision, j'ai un accès, j'arrive à percevoir. Donc ça, il dit, c'est le premier défi. Maintenant, je viens de dire quelque chose, il faut que ce soit fiable. Okay? J'arrive à voir le chandail suffisamment bien pour être à quelque part autorisé à dire, à croire que c'est vrai, il est rouge. Là-dessus, Chudnoff dit la chose suivante. Qu'est-ce qui fait que mon accès est suffisant pour que je sois justifié à croire que le chandail est rouge, que les cercles sont... Bon. Il va dire que l'accès cognitif que j'ai à mon objet est véridique. Qu'est-ce que ça veut dire, véridique? Ça veut dire il me donne accès à tout ce que je dois connaître pour que ce que je crois soit vrai. Autrement dit, il me donne un accès pas juste partiel, mais un accès à tout ce qui rend mon contenu de croyance vrai. Okay? Donc, c'est ça, ces deux défis. Bon, là, Chudnoff, il dit c'est pas évident. Il reconnaît des différences entre intuition et perception qui lui font admettre que ce double défi-là, il n'est pas gagné d'avance. Bon, une différence qu'il reconnaît, par exemple, on va dire parfois en philosophie que la perception est causalement dépendante de son objet. Et qu'est-ce qu'on entend par ça? On entend la chose suivante. Deux choses. Premièrement, quand je vois, okay, quand j'ai un objet qui m'est donné dans mon champ visuel, sans effort, je perçois. C'est quelque chose comme un rapport automatique. Okay? Je n'ai pas à réfléchir à ça, je n'ai pas à faire un effort. Quand je me tourne là, je vois la rougeur de la table. Je ne suis pas acteur là-dedans. C'est la première des choses, en quoi la perception est causalement dépendante de son objet. La deuxième, c'est la suivante. On retire l'objet, on ne le voit plus. Okay? Donc, ou en tout cas, si on l'a encore à l'esprit, c'est plus de la perception. Okay? On va se remémorer. Avec l'intuition, c'est pas clair que ça marche comme ça. Je peux dire à quelqu'un, tu es aimable. Okay? Qu'en penses-tu? Bon. Même pas le qu'en penses-tu. Il y a des gens qui vont réagir en disant je suis-tu. Il y en a d'autres qui vont dire mais oui. Il y en a d'autres qui vont dire pas sûr, ça dépend. Il y en a un que j'ai croisé tantôt. Je pense que si quelqu'un le tuait, ça serait pas mal. Bon, c'est pas, autrement dit, il n'y a pas un lien aussi direct entre l'objet de la perception et la perception, et entre l'objet de l'intuition et l'intuition. Okay? Mais aussi pour ce qui est de la disparition de l'intuition. Parfois,
l'objet de l'intuition disparaît, mais on a comme le sentiment qui reste. En tout cas, disent certains. Ça, c'est peut-être un peu moins évident. Mais Chudnow est d'accord avec ça. OK. Oui. Donc, il dit des choses là-dessus qui sont intéressantes. Je pense qu'il est relativement bon à convaincre les gens que même s'il n'y a pas la même connexion entre l'objet de l'intuition et l'intuition, il y a quand même une connexion qui existe, qui est là. On ne peut pas avoir de l'intuition à partir de rien. Donc, il insiste là-dessus. Et il est très bon pour montrer aussi que l'intuition peut changer à partir du moment où, que ce soit dans l'imagination ou autrement, on change notre objet, notre situation par rapport à laquelle on a des intuitions. Okay? Donc là-dessus, il est assez habile, je pense, à sauver la face, à faire en sorte que l'idée que l'intuition soit de la perception reste quelque chose de relativement crédible. Okay? Mais je vous l'ai dit, je pense que ça a ses limites. Je pense qu'il y a des propriétés qu'on retrouve dans les perceptions qu'on ne retrouve pas dans les intuitions. Et je vais insister sur deux aujourd'hui. La première, et là, il va falloir que je saute une couple de slides, de diapositives, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord donner la première. On peut avoir des intuitions contradictoires, okay, ou des intuitions concernant des croyances au contenu contradictoire. Alors qu'on ne peut pas percevoir en même temps une chose et son contraire. Okay. Et là, je vais te donner un exemple pour vous convaincre de ça, enfin, je ne sais pas, mais c'est ma proposition. Un exemple moral. Assassiner Hitler. Et là, ça, c'est un dilemme moral qui s'est vraiment posé aux généraux de la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Je pense que par rapport à l'affirmation, c'est une bonne chose, c'est moralement bon d'assassiner Adolf Hitler aujourd'hui, mais à l'époque où ils ont essayé de le faire. C'est troublant. Et ça suscite chez nous des réactions, des intuitions contradictoires. Je pense qu'on peut avoir l'intuition très forte, mais oui, okay? C'est peut-être la meilleure chose qu'on peut faire. Okay? Il faut l'arrêter, il faut assassiner Adolf Hitler. Et d'ailleurs, ils étaient suffisamment convaincus de ça pour risquer leur vie. Okay? Ils ont raté leur coup, ils sont morts, les pauvres. Suicidés parfois. Mais en même temps, on peut se poser la question, c'est quand même un être humain. Et il me semble qu'on peut aussi avoir l'intuition relativement forte que c'est mal, à quelque part, de tuer Adolf Hitler, malgré tout ce qu'il a fait. Donc c'est une réalité, ça existe, les intuitions ont des natures telles qu'elles admettent l'ambivalence, la contradiction sur ce plan-là, comme ne le font pas, à mon avis, les perceptions. Si je vois la table rouge,
je ne la vois pas non rouge. En tout cas, pas en même temps. Okay? Je ne sais pas, il y a peut-être un petit malin qui s'amuse avec les lumières, quelque chose comme ça, qui fait que pendant une seconde, je vais l'avoir rouge, une seconde pas rouge, bon, ainsi de suite. Mais normalement, c'est pas possible. On ne peut pas percevoir des choses contradictoires. La perception n'admet pas ça. Et ça, c'est pas une différence, je pense, négligeable. Je pense que ça implique que Chudnov nous doit au minimum une explication. Comment est-ce que l'intuition peut être de la perception si l'intuition admet l'ambivalence et que la perception ne l'admet pas? Okay. Alors là, il y a une difficulté. Bon. Ouais, je vais passer par là-dessus. Bon. Bien entendu, cet argument-là ne prouve pas que les intuitions ne peuvent pas être parfois véridiques, c'est-à-dire nous donner accès à tout ce à quoi on doit avoir accès pour que notre contenu de croyance soit vrai. Je n'ai pas prouvé ça. Donc, Chudnov pourrait dire oui, ok, ce que tu dis, ça met un peu à mal mon analogie, mais ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir quand même des intuitions véridiques qui nous donnent un accès à tout ce à quoi on doit avoir accès pour être dans la vérité. Ok, c'est là où j'ai mon deuxième point, une réponse à ça, de réplique. Okay. Les intuitions qui ne sont pas véridiques sont tout de même des intuitions. Ce qui n'est pas le cas des perceptions. Si je perçois mal les choses, on réfère à l'exemple de Descartes. La forme de la tour du château qui m'apparaît au loin. Bon, je ne me souviens plus si Descartes dit qu'elle m'apparaît carrée ou ronde, mais bref. Donc, je vois la tour au loin, la tour est carrée. Okay? Et là, on continue de parler et on s'approche. Okay? Et je vois finalement que la tour est ronde. À ce moment-là, je ne vais pas dire j'ai vu que la tour est carrée. Je veux dire, j'ai cru voir que la tour, ou j'ai cru voir la tour carrée. Okay? Je vais me corriger. Je n'ai pas vu la tour carrée. C'est une illusion, c'était une fausse perception. Ce n'était pas une perception. Comme si je dis, j'ai vu tout à l'heure le petit fantôme courir au fond de la salle, le fantôme de Trois-Rivières. J'ai rien vu. Hein? Et que c'était une hallucination. Là, tout le monde va me dire, mais non, tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'avoir vu, ça n'existe pas. Okay? Bon, effectivement, on va dire, mais là, ce n'était pas une perception, c'était une hallucination. Par contre, okay, c'est différent avec les intuitions. Okay? Même quand nos intuitions sont erronées, c'est possible non seulement de les avoir, okay, mais on va aussi toujours appeler ça des intuitions. Et là, un bel exemple de ça, c'est les tours de prestigitateurs. Okay. Il y en a qui sont super bons, là, ils vous prennent des petites tasses. J'ai vu ça en Roumanie cet été, les gars ils vont super vite avec une balle. Là, il dit 5 piastres, tu gages combien, elle est où la balle? Et tu es sûr de ton coup. Ta main à couper. La balle, elle est sous la tasse de droite. Okay?
tu as une intuition très très forte de ça. Okay? Et là, il te fait un clin d'œil, il te montre la tasse de droite, et c'est vide. Ça se peut pas. Je suis sûr, elle est là, elle est là. Okay? Tu te dis, ça se peut pas, tu le crois pas. Ton intuition perdure. Okay? Et tu vas même dire quelque chose parfois comme des choses comme ça. Mais je suis sûr, okay? Mais elle n'est pas là. On ne peut pas faire ça avec la perception. Okay? On va se corriger, on va dire, ben, j'ai cru voir, mais je n'ai pas vu. Okay? Non, il y en a qui ne sont pas convaincus. On pourra en discuter. Mais, à mon avis, c'est là où, encore une fois, la position de Chudnow pose problème. Je pense, et là, je suis presque à la fin, que la distinction que je viens de soulever suggère un point important, à savoir que le cas où l'intuition véridique n'existe pas. Pourquoi? Si on n'a pas de place dans notre vocabulaire, dans nos conceptions de l'intuition, pour l'idée d'une intuition qui serait inauthentique, comme une perception qui n'est pas une perception, et on va la corriger, par opposition à une intuition véritable, qui serait elle véridique, et que l'on a des intuitions non véritiques, okay? Ben, il est vraisemblable à ce moment-là que c'est parce que la catégorie d'intuition véridique est vide. Okay? Que du point de vue de notre expérience, il n'y a rien de tel qu'il y a du point de vue de notre expérience, que des intuitions non véritiques. Okay? Voilà. Et si ça c'est le cas, ben, ça veut dire que l'idée de Chudnow d'une intuition véridique qui tienne cette caractéristique-là du fait que c'est une perception, c'est une pure vue de l'esprit. Okay? C'est quelque chose qui est suggéré par l'analogie, mais qui, dans les faits, n'a pas de réalité. C'est ce qui m'amène à conclure en disant que si j'ai raison sur ce point, peut-être que l'intuitionnisme philosophique est une conception de la philosophie moins intéressante qu'il n'y paraît. Et ça suggère également que, en soutenant que les intuitions sont une forme de perception, parce qu'elles sont présentées de vérité, Chudnow s'est peut-être un peu trop fié à son intuition. Je conclurai là-dessus. Merci. Attention, on va commencer. Je vais prêter le micro à Jacques Sénécal qui va faire un lancement de son dernier livre le 3 octobre et je vais laisser lui-même vous en parler. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors, je vous invite au Normandin le 3 octobre, mardi le 3 octobre à 17h, à 5h, pour un lancement de livre qui s'intitule Philosophie occidentale et sagesse orientale. Et étant donné que je suis un animateur de Café Philo, il va donc y avoir une sorte de surprise ce soir-là qui va ressembler à un Café Philo particulier. Alors, si ce n'est que pour la surprise et pour acheter le livre qui va être en vente sur place, ça peut être la peine de venir. Alors, je vous invite donc le 3 octobre à 17h au Normandin, 1350, parce qu'il y en a deux sur le boulevard des Récollets. Alors, c'est celui qui est tout près du boulevard des Forges, à côté de la librairie Poirier. Merci beaucoup. Oui, je vais prendre, notre conférencier va prendre les questions. Quand je connais les personnes, je donne des noms, je prends des tours. Pardon? Je prends des tours. Bon, ben, Jacques, déjà, à la pause, m'avait dit j'ai ma question, je suis prêt, il vient juste de parler. Jacques Sénécal, le philosophe qui est bon. Alors, j'ai bien aimé, mais merci beaucoup, Jimmy. J'ai remarqué
en passant que les philosophes analytiques qui sont anglo-saxons, américains, à les écouter, à les lire, on a l'impression qu'ils sont déconnectés un peu du passé, de l'histoire, ce que ne sont pas les philosophes continentaux qu'on appelle. Par exemple, à écouter Chusnov parler de l'intuition, on aurait l'impression d'entendre Descartes. Parce que finalement, sa définition est presque celle que Descartes donne à propos de son cogito. Alors, ça serait peut-être bon qu'on revienne là-dessus. Mais mes deux questions, sont les suivantes. Puisque tu as parlé au tout début de la métaphilosophie, ça fait plaisir à entendre de savoir que l'intelligence humaine est capable d'intuition, d'évidence, ce que l'intelligence artificielle ne pourrait peut-être pas faire. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que l'intuition ne serait pas la distinction majeure entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? Et la deuxième question, puisqu'il est question d'histoire aussi, est-ce que l'intuition serait déterminée par la culture, par l'apprentissage, par l'éducation, par la civilisation, par l'environnement? Parce que je remarque justement que les philosophes analytiques qui en parlent peut-être de leur apprentissage, de leur histoire, mais peu, on en parle peu. Alors, je peux poser la question à Jimmy Plourde, est-ce que l'intuition ne serait pas déterminée par la culture? Et aussi, l'autre question, est-ce que l'intuition ne serait pas la distinction majeure entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Merci. Merci, Jacques, pour ces excellentes questions et pour ton commentaire. Je vais d'abord réagir aux commentaires, ensuite à la question en lien avec la culture, et finalement à la question concernant l'intelligence artificielle. Pour ce qui est de l'oubli de l'histoire des philosophes analytiques, dans ce cas-là, si il y a un reproche justifié à adresser, c'est plus à moi qu'à Tchourdov, parce que Tchourdov a fait ses devoirs à ce niveau-là, il en parle de ça, et il dit explicitement dans son chapitre 1 que son idée, il n'est pas donc de l'intuition comme perception intellectuelle, il n'est pas le premier à l'avoir. Qu'on trouve ça chez Saint-Augustin, selon lui aussi chez Pierre Auriol, au Moyen-Âge, que je ne connaissais pas. Et là, il cite des extraits d'un texte d'Auriol. Mais, naturellement, oui, les deux grands maîtres à penser de Tchourdov sur cette question-là, c'est Descartes et Husserl. Et Husserl, sans doute encore plus que Descartes, pour une raison, pour la raison suivante, c'est qu'il y a dans Husserl cette distinction entre l'intuition des choses sensibles et l'intuition des essences, qui sont comme quelque chose d'abstrait. Et Tchourdov dit c'est exactement ça que j'ai à l'esprit. En fait, dans les diapositives que j'ai sautées, à un moment donné, il explicitait là, les thèses sous-jacentes à l'idée que l'intuition est une perception intellectuelle. Il y en avait trois principales. La première, on la trouve chez Descartes et les deux dernières chez Husserl. Donc, voilà pour ce qui est de cet aspect-là. Pour ce qui est de l'histoire de la détermination par la culture et de quelque chose comme peut-être des biais culturels, oui, beaucoup de gens disent ça. D'ailleurs, c'est une des raisons, même je dirais la principale raison pour laquelle un bon nombre de philosophes expérimentaux rejettent l'idée que l'intuition puisse avoir un rôle justificateur. Et ils ont montré ça avec tout plein d'expériences. Regardez
des hommes blancs nord-américains, tu leur poses la question, est-ce que ça c'est mal? Ils vont dire à 92% non. Alors que si on demande à une personne d'Asie, ils vont dire plutôt, bon, ainsi de suite. Donc, ils vont dire, ça a été établi expérimentalement, il y a un lien entre la culture et nos intuitions. Et donc, de ce point de vue-là, l'intuition est variable, et donc ça ne peut pas être une source de justification. Seulement, il y a des philosophes expérimentaux qui sont convaincus que par l'éducation, on peut corriger ces biais culturels-là. Il faut d'abord les identifier, et ensuite, il faut les questionner, et on peut comme ça améliorer notre intuition. Et ça, c'est à l'origine d'un schisme dans la philosophie expérimentale entre le programme positif et le programme négatif. Et le programme négatif dit il n'y a rien à faire, on est déterminé. Et dans le fond, il faut abandonner l'idée de connaissance intuitive à cause de ça. Et les autres qui disent en l'état actuel des choses, il n'y a rien à faire, mais grâce à la psychologie, au travail, on peut faire en sorte de surmonter ça. La dernière question, je la trouve particulièrement intéressante. Elle m'amène à me livrer un peu plus sur ce que je pense concernant l'intuition. Que j'avais pas prévu de parler de ça ce soir, mais il y a quelque chose de très particulier avec l'intuition. C'est que, et ça même Chudnoff l'admet, généralement, l'intuition n'est pas une source directe. Même quand on dit que c'est une source de connaissance, ça c'est pas direct. Il faut passer par autre chose, comme l'imagination, quelque chose comme ça. Et c'est comme si l'intuition, c'était un phénomène cognitif de second ordre, un peu réflexif. Si ça c'est vrai, et si c'est vrai que l'intuition n'est jamais véridique, comme j'ai suggéré maintenant, ce que ça suggère, c'est que l'intuition, c'est comme un sentiment naturel chez l'humain pour indiquer dans toutes les options qui ne sont pas véridiques, laquelle est la plus vraisemblable. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas chez une machine. Okay? Soit la machine, elle exécute la commande. Okay? Et là, s'il n'y a pas de commande qui lui dit quoi faire dans une situation donnée, ça plante. Okay? C'est toujours, autrement dit, dans l'ordre du véridique. Et donc, je n'ai pas la réponse à ta question, en gros, mais je dirais que pour moi, c'est une suggestion que je trouve fort sympathique et pour les raisons que je viens de donner. Merci. Monsieur André Provost, puis ensuite Fabrice. Bonjour. Bonjour. Moi, ce que je remarque, c'est que lorsque les philosophes essaient d'expliquer ce que c'est que la philosophie, ils oublient facilement la racine étymologique de philosophie. Et moi, pour essayer d'expliquer et de comprendre l'intuition, je vais me référer à ça. La racine étymologique de philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Dans ça, il y a deux aspects qu'on peut comprendre. La sagesse, qui est un petit peu le rationnel, la logique et le scientifique. Et il y a l'ami de la sagesse, ou l'amour de la sagesse, qui appelle les émotions, le senti, et aussi, c'est plutôt dans le domaine des arts qu'on rencontre ça. Si je prends l'exemple du sauveur de Gilero, tout le monde perçoit que le Gilero, c'est une évidence, on peut appeler ça une vérité de la palisse. Mais le rouge, c'est une couleur chaude, c'est une couleur dynamique, et ça appelle à l'action. Ça, c'est pas tout le monde qui perçoit ça. Les gens perçoivent ça à différents niveaux. Mais c'est un sentiment, c'est un feeling intérieur. Et là où il y a mes interprétations, c'est souvent les gens qui ne savent pas identifier leur sentiment, leur émotion. À cette heure,
dans ma formation comme artiste, j'ai eu connaissance de certaines expériences sur les couleurs qui ont été faites. Et il a été démontré que chaque couleur a des effets physiologiques et psychologiques sur les êtres humains. Et c'est la différence, c'est lorsque les gens n'arrivent pas à identifier l'émotion. Comme je disais tout à l'heure, il y a deux aspects dans la sagesse. Il y a l'aspect des arts aussi, soit les arts ou la science. Les arts, si on prend un poète qui arrive avec des mots, qui trouve les mots pour nous faire susciter des émotions, on les ressent, les émotions, mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre de la logique dans ça. C'est peut-être l'imaginaire aussi qui suscite les émotions. Et toute la mésinterprétation qu'il y a avec ça, c'est les gens qui n'arrivent pas à identifier leurs émotions. C'est à peu près tout le commentaire que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci. Je ne crois pas que dans ce que les intuitionnistes disent, et là je me fais un peu l'avocat du diable, ou même les autres penseurs contemporains sur la nature de la philosophie, il y ait quoi que ce soit qui aille à l'encontre de l'idée que la philosophie c'est l'amour de la sagesse. Généralement, ce qu'ils vont dire, c'est plutôt la chose suivante. Oui, mais comment est-ce que il faut comprendre ça, l'amour de la sagesse? Et c'est là où ils ne sont pas tous d'accord. Peut-être que ça passe effectivement par être capable de voir ce qui nous fait ressentir certaines émotions dans une situation donnée. Ça passe sûrement quelque part par le raisonnement. Mais il y en a qui vont dire voilà, c'est tout. D'autres vont dire non. Il y a autre chose. Par exemple, Tchounov, et là ça je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, mais il n'est pas le seul, et d'autres intuitionnistes ont dit ça aussi. Ils sont persuadés que, même si c'est vrai que la raison, la déduction interviennent dans tel et tel contexte, ils vont donner des exemples, ils vont dire que ça ne suffit pas. Eux sont persuadés dans le fond que pour arriver à être sage, il faut passer par quelque chose comme une intuition rationnelle. Alors c'est ce qu'ils vont faire valoir. Mais je ne crois pas, j'en ai jamais vu qui ait critiqué l'idée que la philosophie c'est l'amour de la sagesse. C'est juste que ils vont dire ça, pour avoir ça, ça doit inclure quelque chose comme l'intuition. C'est plus ça leur position. Sylviane, ensuite, Mme Magdalene. Oui. Pour moi, il y a quelque chose de très surprenant dans ce qui a été présenté, qui était très très intéressant par ailleurs. C'est le terme presque oxymorique d'intuition rationnelle. Et donc, la question fondamentale qui sous-tend le commentaire qui va suivre, c'est pourquoi est-ce qu'il qualifie l'intuition de rationnelle, ces nouveaux philosophes analytiques qui se réclament de l'intuitionnisme. Et là, mon commentaire peut élaborer un petit peu là-dessus. Dans l'histoire de la philosophie, le sens premier de l'intuition, ça a toujours été effectivement une intuition intellectuelle. On a ça chez Platon, on a ça chez Aristote, la connaissance intuitive des vérités les plus hautes, du vrai, du bien, du beau, était par la raison, par opposition, chez Platon du moins, à la sensibilité. Chez Aristote, la connaissance scientifique des principes est une forme d'intuition.
là encore, une intuition intellectuelle. On n'emploie pas le terme de raison parce que la raison est démonstrative par opposition justement à l'intuition, ce qui vient compliquer le débat. Quelque part au niveau du XVIIIe siècle allemand, il y a un renversement qui m'a toujours intriguée, que j'ai essayé même d'étudier dans un article. Dans la tradition leibniziano-wolfienne, l'intuition se met à désigner la perception sensible. Ce qui fait que quand Kant, par exemple, parle d'intuition, il désigne la perception sensible. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Un renversement complet du sens profond de l'intuition pour passer d'un extrême à l'autre dans l'opposition traditionnelle philosophique. Et là, je comprends très très bien ce que pourrait être une intuition rationnelle à travers l'exemple, par exemple, de la logique. J'ai pas de mal à me représenter la logique comme une forme d'intuitionnisme, où lorsqu'on est face à un mauvais raisonnement, un raisonnement non valide, ce qui nous fait sentir que, je ne sais pas, le sophisme de l'affirmation du conséquent, par exemple, ou un syllogisme mal formé est une erreur de raisonnement, c'est quelque chose qui nous tracasse de l'intérieur. On sent qu'il y a quelque chose, mais c'est profondément rationnel, puisque c'est au niveau de la logique. Pour tous les autres exemples auxquels je peux penser, ce qui d'ailleurs rapproche l'intuition de la perception, mais aussi dans le domaine moral, ce qu'on décrit comme une intuition morale, par exemple, n'est rien d'autre que ce que l'empirisme britannique, par exemple, a appelé le sens moral. Et on a ça à partir de Shaftesbury, Hutcheson, bien théorisé par Hume, qui est un sentiment moral, qui est comme une petite voix qui nous fait savoir si quelque chose est vrai ou faux. Et là, il y a des débats à savoir est-ce que c'est universel, est-ce que c'est entre les hommes, ou est-ce que ça dépend de la culture. Et à travers tout cet historique-là, effectivement, je ne comprends pas, mais pas du tout, où vient ce terme, d'où vient et qu'est-ce qui justifie l'épithète rationnel accolé à intuition. Est-ce que tu peux m'éclairer? Oui, je suis presque certain, il faudrait que je vérifie, que ça vient du fait qu'ils voulaient marquer leur différence par rapport à l'empirisme qu'on trouve dans le courant naturaliste aux États-Unis. Il faudrait que je le vérifie, mais je suis presque sûr. C'est dire que c'est l'intuition rationnelle, c'est une façon d'affirmer, regardez, nous ne sommes pas des naturalistes, des empiristes, nous sommes des rationalistes. Ce ne sont pas d'ailleurs tous les intuitionnistes qui sont attachés au terme de rationnel. Il y en a qui vont parler d'intuition philosophique, d'autres d'intuition, ils disent intellectuelle, où ils disent que ça vient de l'intellect, mais que ce n'est pas sensible. C'est surtout ça, généralement, qu'ils veulent marquer comme différence. Dans le cas de Chudnow, peut-être aussi que il ne voulait pas qu'on associe sa notion d'intuition justement à l'intuition sensible de Husserl. Parce que tu as raison, les Allemands ont donné cette twist-là au mot intuition. Mais c'est pas quelque chose qui est l'idée d'intuition sensible qui est passée aux États-Unis, je te dirais. Ça ne les a pas marqués, ils sont restés plutôt attachés à l'idée que l'intuition c'est plus intellectuel. Au point des fois où quand les gens veulent parler de l'intuition en un sens sensible, dans ces débats-là, ils doivent justifier. Et peut-être aussi que des raisons pour ça,
que les gens aux États-Unis qui sont empiristes et qui sont attachés à l'idée que la philosophie est empirique rejettent d'emblée l'intuition comme étant justement quelque chose comme une faculté mystérieuse non admissible pour un empiriste. Alors, je pense que c'est essentiellement ça qu'il y a derrière l'idée d'intuition rationnelle. C'est pas impossible qu'il y ait autre chose qui m'échappe, mais de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment ça. Madame Wachikowski et M. Champoux. Et ensuite, je me garde une place. Oxford, de l'université de Oxford. Ils ont publié à travers les siècles, depuis que ça existe, des livres classiques et comme ceux que j'ai des années 50, 1905, ils ont comme maxime Dominus Illuminationem. Et où mettez-vous alors le terme l'illumination, ce qui a aidé à l'écrire et au lecteur de livres? C'est une bonne question. Moi, je ne nie pas que des choses comme ça existent. Okay? Qu'on a, à un moment donné, quelque chose comme une illumination et la lumière fille. Okay? Des fois même, on peut dire quand c'est arrivé. Okay? Je suis allé à vélo, puis là j'avais cette idée, mais qu'est-ce que j'arrive pas? Et à un moment donné, tac, ah oui, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça qui en est au fond. Bon. Et je pense qu'on a aussi des intuitions. Ça nous éclaire. Okay? On va vivre des expériences comme ça. Là où je me situe par rapport à ça, c'est plutôt sur le plan suivant. Moi, je ne crois pas que ça, ce soit une justification pour la vérité de ce qu'on avance. Alors que les intuitionnistes, eux, ben, c'est quelque chose comme ça qu'ils veulent soutenir. Autrement dit, je voudrais supposer qu'on pourrait me faire ressentir, vivre, me dire voilà ce que qu'après je l'ai découvert, ce que tu as eu, c'est effectivement une intuition, une illumination et tout. Je pourrais très bien dire oui, ça existe, je l'ai eu, c'est super, j'ai déjà eu ça avant, c'est rien de nouveau. Mais c'est pas ça qui constitue une preuve, une évidence de ce qui me semble certain. Et c'est là où je suis en désaccord avec eux. Je pense que ça, ce n'est pas suffisant. Là, pour moi, ce qui fait qu'on connaît en philosophie, ce n'est pas à ce point quelque chose de subjectif. C'est ce que j'aurais à dire pour le sentir. François. Moi aussi, j'irais en premier sur la définition, et non pas de philosophie, mais plutôt de l'intuition. On dit ceci dans mon petit dictionnaire: connaissance immédiate de la vérité, sans l'aide du raisonnement. Alors, moi, ma question est de savoir, penses-tu qu'il peut y avoir différentes sortes d'intuition? Hein? En fin de compte, moi, quand je conduis l'automobile, des fois, je me dis, par l'intuition, je tourne à droite et je l'ai bien fait, hein, par l'intuition. Des fois, par contre, quand je faisais mon travail de gérant, ou en tout cas quand j'étais patron, je me
je me disais, ben, je vais dormir là-dessus. Hein? Je ne suis pas sûr encore de mon intuition. Donc là, je faisais comme appel à mon inconscient. La nuit porte conseil. Et le lendemain, dans ça, j'avais une bonne idée, j'avais en fin de compte la réponse intuitive à une recherche de vérité. Alors je me dis, est-ce que l'intuition ne peut pas être justement plusieurs sortes d'intuition? Celui qui dit Eureka, j'ai trouvé, mais il commence par, comme disait Jacques tantôt, avoir un appel à l'imagination et qui se concrétise par la suite. Alors, deux choses là-dessus. En effet, je suis d'accord pour dire que c'est pas clair c'est quoi l'intuition exactement, et que c'est loin d'être clair aussi que tout ce qu'on appelle intuition renvoie à une seule et même chose. Okay? Il y a une ambiguïté à ce niveau-là, importante. Bon, nous, on a appris à appeler toutes ces choses-là intuition. On appelle ça intuition, mais est-ce que c'est toujours la même chose? C'est pas clair. Et il y aurait lieu de se pencher là-dessus et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on entend exactement en philosophie par intuition? Et quand on emploie intuition, quelles sont toutes les choses auxquelles ça renvoie? Okay? Notamment l'immédiateté, c'est quelque chose qui revient souvent. Sosa a insisté beaucoup là-dessus, mais aussi dans les travaux dans les sciences cognitives, c'est une des caractéristiques qu'on associe à l'intuition. C'est quelque chose d'immédiat. Mais je ne peux pas en dire plus là-dessus. Ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis, mais je n'ai pas encore de théorie de l'intuition avancée. Il y a une autre chose dans ce que tu dis qui est très, très importante, dont je n'ai pas parlé du tout aujourd'hui. C'est l'idée que l'intuition a un rôle à jouer dans la découverte d'idées. L'idée d'intuition, un peu comme illumination, ça a un rôle crucial à jouer dans ce que certains appellent la logique, l'entreprise de découverte. Et oui, et ça c'est fondamental. Je pense que là, je serais volontiers intuitionniste. Okay? On ne peut pas faire l'économie de l'intuition, c'est crucial en philosophie, en sciences aussi. Ça part de ça. On ne sait pas trop, on a décidé à gauche et à droite, et à un moment donné, la lumière fit, où on a eu cette idée, ça doit être ça, ça doit être ça, et on suit cette idée-là, et on en est assez persuadé. Et pour ça, je trouve que l'intuition, il faut la favoriser, ça a un rôle important à jouer. Mais c'est pas parce que ça joue ce rôle-là que ça justifie forcément l'idée, que ça fait que je sais, parce que j'ai cette intuition-là. Et c'est ce petit bout de chemin-là que veulent faire les intuitionnistes, que moi, je ne suis pas prêt à faire. C'est là où l'intuitionnisme, à mon avis, va un petit peu trop loin. Ben, à mon avis, c'est une erreur. Si on fait ça, on va faire de la philosophie, une science où on va croire intuitivement beaucoup de choses, une discipline où on va croire beaucoup de choses, qu'on va appeler connaissances, mais qui n'en seront pas. Et c'est ce que je veux éviter. Mais je ne veux pas faire en sorte que la philosophie soit une terre, qu'il soit un désert pour l'intuition. Ok, pas du tout. Salut. Okay. Avant de donner la parole à M. Touré, j'avais dit que je poserais une question. Il y aura 3 points, ça va être bref. Premier point, Dimiplov, l'avantage de cette présentation-là, c'est de faire découvrir les nouveaux auteurs, soit anglo-saxons, mais aussi d'être très nuancé et d'avoir des ouvertures, d'être un esprit ouvert. Ça, c'est très important pour un cercle ici.
L'autre point, bon, ça va être plus critique, dans la conclusion, s'il n'y a pas dans le vocabulaire telle chose, c'est très faible. Et tout de suite, j'ai vécu ça. Par contre, des perceptions, bon, là, c'est plus sérieux, mais j'en doute. Alors, d'où mon troisième point. Si on peut dire avec certitude qu'une perception, et là, je vais parler de perception intellectuelle, pour vous décider de mettre une philosophie, erronée, une perception erronée n'est pas une perception. On définit la perception comme quelque chose qui saisit son objet. Pourquoi ne pourrait-on pas dire, et là vous me voyez bien, qu'une intuition non vérifiée ou erronée n'est pas une intuition? Ok. Je répondrai comme suit. D'abord en dévoilant mes présupposés wittgensteiniens. Pour ce qui est de l'histoire du ça n'existe pas dans le vocabulaire. Okay. En fait, ce que j'ai dit, c'est que c'est pas une catégorie qu'on admet dans le langage. C'est pas un concept qu'on a. Okay. Donc, quand je disais ça dans le vocabulaire, je ne voulais pas le dire naturellement dans le dictionnaire, dans ce cas-là. C'était un point de vue du deuxième Wittgenstein qui dit, dans le fond, que notre langage ordinaire est le reflet de nos représentations du monde. Okay? C'est un petit peu plus substantiel que de dire ben, c'est pas dans le vocabulaire tel qu'il s'adonne, qu'il existe. Mais c'est vraiment, autrement dit, qu'on n'a pas. Si je m'étais exprimé de manière kantienne, j'aurais dit ça ne fait pas partie de nos catégories ou quelque chose comme ça. C'est inventé. Mais c'est pas grave, on peut penser quand même que la position de Wittgenstein là-dessus est faible, que c'est pas un argument concluant, définitif, parce que bon, pourquoi est-ce que le langage ordinaire serait une si bonne mesure que ça de ce qu'il y a, ainsi de suite. Okay? Et je suis d'accord avec ça. Okay? Je concède volontiers ce point-là. Mon argument n'établit pas l'impossibilité de l'intuition véridique. Okay? C'est juste une sorte d'élément de preuve circonstanciel. Okay? C'est de dire, s'il y avait quelque chose comme l'intuition véridique, eh bien, dans notre appareil conceptuel, ça se manifesterait de cette façon-là. On parlerait d'intuition inauthentique, erronée ou des choses comme ça. Il se trouve que c'est pas là. Donc, c'est une raison de penser que c'est une création de l'esprit. Cela dit, je suis d'accord, c'est pas une preuve du tout. Okay? Quelqu'un pourrait dire, ben oui, mais c'est juste qu'on est trop bête. Okay? On n'a pas compris encore que ça existe des intuitions erronées, inauthentiques, qu'on ne devrait pas dire que j'ai toujours l'intuition que si on avait vraiment saisi la réalité telle qu'elle est, on parlerait aussi d'intuition inauthentique. Et à quelque part, il n'y a rien qui empêche ça. Okay? Il n'y a rien qui empêche ça. Après tout, je veux dire, si on se plongeait il y a 1000 ans, tu aurais pu formuler ton objection comme ça et je me serais incliné de la même façon. Ben, peut-être plus que 1000 ans quand même. Les gens disaient que le soleil se couche. Ben, ils prenaient ça au pied de la lettre. Ça ne peut pas être la Terre qui tourne. Il n'y a jamais été question de ça. Ça ne fait pas partie de nos chaînes conceptuelles, et ainsi de suite. Et c'est juste que
là, il y avait un problème, c'est les chaînes qui étaient défectueuses. Okay? Et c'est une réelle possibilité. Et c'est pour ça que mon argument n'est pas définitif. Okay? Si je voulais pousser l'affaire, il faudrait absolument que je démontre l'impossibilité de l'intuition authentique. J'ai juste donné de raison de penser qu'il n'y en a pas. Mais c'est rien de concluant, je l'avoue. Bon, moi, en fait, ma question a été posée, c'était la question de l'illumination, parce que je pense que quand on prend le Eureka, quand il plonge dans l'eau et qu'il a l'intuition que la poussée d'Archimède, quand Archimède plonge dans l'eau, il a l'intuition qu'il y a une poussée verticale de bas en haut, ça. Ou bien Newton, quand il voit la pomme tomber, il a l'intuition que, bon, il y a la gravitation. Évidemment, je me demande, est-ce que toute la connaissance scientifique, c'est pas la théorie scientifique, c'est pas à partir d'une intuition, toujours. Ben, c'est possible, mais à ce moment-là, ce que je dirais, encore là, je m'en remettrai à la distinction que j'ai faite tout à l'heure dans ma réponse à François. C'est pas parce que l'intuition a un rôle même crucial à jouer sur le plan de la découverte que l'intuition a aussi un rôle à jouer sur le plan de la justification. Okay? Et moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'intuition a un rôle heuristique, réel. C'est on pourrait dire un cadeau du ciel, de ce point de vue-là, que l'intuition. Et sans l'intuition, la pensée serait probablement stérile. Mais c'est une chose d'être d'accord avec ça. C'en est une autre de dire, ben voilà, c'est ça qui fait que c'est vrai, que je sais. C'est que j'ai eu cette intuition-là. Okay? Et c'est ce que les intuitionnistes disent. Les intuitionnistes disent, c'est nos intuitions qui font qu'on sait. La citation de Cova, je pense, était assez claire à ce niveau-là. Et là, moi, c'est là, quand je lis ça, que je veux brûler le livre. Là j'arrive pas. Ça me convainc pas. Oui, mais un tout petit mot, vous savez, bon, Kuhn. Oui. Si on prend Kuhn, là, ça veut dire que lui dit que, de toute façon, il n'y a pas de vérité, par exemple, en science, tout à fait, c'est très relatif, là, ça veut dire qu'on ne peut jamais arriver à un moment de dire qu'on est sûr qu'on a vérifié une intuition, parce que on a un stade de la science, et puis bon, et puis ça change, là, ça peut, donc finalement, à un moment donné, il faudra bien que quand on dit, par exemple, que l'intuition de Newton était juste, c'est juste par rapport à un paradigme. Donc, c'est pas quelque chose même cette vérification-là, elle serait... C'est relatif, non? Ben, s'il n'y a plus de connaissances, le problème disparaît. Okay? S'il n'y a plus de vérité, à ce moment-là, oui, on a des intuitions, c'est mon intuition, et il n'y a plus de problème. Mais ce que les intuitionnistes disent, c'est pas ça, c'est plus fort que ça. Les intuitionnistes disent, on sait, on possède la vérité, et ce qui fait qu'on sait, c'est qu'on a cette intuition-là. Okay? Et c'est avec ça que je ne suis pas d'accord. Mais en un sens, ta question m'amène à quand même dévoiler un présupposé de ma pensée en accord avec ce que les intuitionnistes disent. C'est que je ne suis pas relativiste,
comme eux, je pense qu'il y a de la connaissance, il y a de la vérité. Je ne serais pas prêt à dire, ben voilà, ça dans un paradigme c'est vrai, dans l'autre ça ne l'est pas, et puis nos intuitions nous indiquent ce qui est vrai dans un paradigme, c'est pas. Tu vois, ça, je ne peux pas. On n'aura pas de temps pour un deuxième tour en fait, secrétaire, mais il y a Michel qui manifeste son attention, et Nancy, puis après on termine. Il y en avait pas un autre là-bas? Oui, c'est ça. Alors, comme ça fait longtemps, lui, qui l'a demandé, même, je ne sais pas si c'est pas avant Michel. En fait, c'est comme Michel, t'as le micro, là, puis... Oui. Oui, ben, moi, je trouvais la problématique très intéressante. J'aurais tendance à dire qu'il y a des intuitions heureuses, puis il y en a qui sont moins heureuses. Si on va à l'origine de la philosophie chez les Grecs, on va dire que s'il n'y avait pas eu Démocrite pour parler des atomes, peut-être on ne serait pas allé en fait, un petit peu plus loin dans cette démarche-là. La même chose, en fait, si on fait référence à Thalès de Milet, qui dit que le premier fondement de la réalité, c'est l'eau. Là, on vient de descendre en fait, du monde céleste au monde terrestre, et puis on cherche en fait au niveau de la physique. Donc, ces intuitions-là, je les ai trouvées très heureuses. Par contre, si on va du côté de Kepler, et puis à partir de toutes les théories qu'il a faites, en fait, sur les ellipses, il y en avait toujours la même conclusion, à savoir que ça ne peut pas être vrai, parce qu'il y avait comme intuition qu'il y avait des formes parfaites qui existaient dans le ciel. À ce moment-là, c'était des intuitions moins heureuses, décevantes. À ce moment-là, on pourrait dire que peut-être qu'il y a plusieurs intuitions qui nous amènent à découvrir. Chez les créateurs, on les retrouve, chez les artistes, on les retrouve en fait dans plusieurs domaines. Mais moi, j'ai une petite gêne à penser qu'au niveau philosophique, on pourrait dire que l'intuition, c'est l'évidence. L'intuition, c'est... C'est l'évidence, oui. C'est l'immédiateté. Ben, on est en parfaite communauté d'esprit, c'est ce que je dirais. Je souscris à absolument tout. Je suis d'accord. C'est exactement, dit en d'autres mots, comment je me positionne face à ce discours-là. Ah oui, absolument. Allez-y. Celui qui est à ma gauche et ensuite il y a un photographe et on va terminer. Allez-y. Oui, en fait, ce serait pour distinguer entre, on peut présupposer une intuition scientifique où c'est par l'observation et l'écoulement de certaines lois qu'on en déduit un comportement. C'est par vérification de tout ça. Je suis loin de penser que c'est de l'intuition. C'est une très bonne observation, une très bonne logique de calcul et d'interprétation de résultats. Maintenant, si on s'en va, en fait, je peux parler de ça parce que je suis scientifique de formation. Si on s'en va du côté de la littérature, du côté des arts, du côté de la musique, est-ce que ceux qui parlent des courants de littérature, des courants de musique, des courants de peinture, qui sont reconnus à peu près 50 ans après, est-ce que c'est dû à leur intelligence qui est en avance, ou bien si c'est de l'intuition? C'est une bonne question. J'aurais tendance à penser que ce n'est pas que l'intuition. Okay? Souvent, dans les idées de génie, les œuvres de génie, il y a des intuitions importantes. Mais généralement, il y a plus que ça. En tout cas, il me semble. Mais c'est très dur à dire exactement ce qui fait que quelqu'un est en avance sur son temps, est un génie. Mais en tout cas, c'est ce que j'aurais tendance à répondre. Il y a souvent de l'intuition et
c'est parti de quelque chose, et la personne a eu une idée, mais la personne a su en faire quelque chose de beaucoup plus grandiose que ce que d'autres auraient pu faire avec une intuition comparable. C'est mon sentiment, je dirais. Et c'est pour ça que c'est une question intéressante. J'ai dit tout à l'heure que l'intuition est sans doute cruciale dans le processus de découverte, d'innovation. On pourrait penser que ça suggère que cette question-là de la création, de la découverte, ça se réduit au rôle de l'intuition, mais je n'irai pas jusque-là. Je ne crois pas. Je pense que là, ce serait donner trop d'importance à l'intuition, mais j'avoue que je suis un peu pris de court. Il faudrait que j'y réfléchisse à cet aspect-là. Nancy, dernière question? Oui, moi, je m'interroge. On a toujours reconnu, si je ne me trompe pas, les intuitions féminines. Oui. On en a parlé depuis, on dit que la femme est branchée sur ses émotions. Moi, mon intuition... Féminine, effectivement. Je ferai un lien entre l'intelligence émotionnelle et puis les intuitions. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. C'est pas faux ce que monsieur disait tantôt. Il faut quand même être capable de réfléchir, mais il faut quand même avoir en dedans de nous, d'être capable de reconnaître les signes qui fait qu'une idée est plus qu'une idée, qu'une perception est plus qu'une perception. On va au-delà. Et je pense qu'une intuition, ça devient récurrent même. Ça nous obsède. Parce que si je me fie à mon expérience personnelle, j'en ai eu des intuitions dans ma vie, puis ça a été confirmé par différentes situations, sauf que c'est difficile à prouver scientifiquement. Par contre, c'est évident. Dans la vie, tu dis, j'appelle ma mère, j'appelle un ami, puis je dis, hey, j'ai l'intuition qu'il va se passer quoi, telle affaire, telle affaire. Puis souvent, les femmes, on est beaucoup plus près de ça. Les hommes, j'ai l'impression qu'ils sont comme plus rationnels. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ce qui a été dit. Premièrement, la question de l'intuition féminine. La plupart des gens qui écrivent là-dessus, en tout cas dans ce que j'ai lu, j'ai pas tout lu quand même sur l'intuition, vont avoir spontanément tendance à balayer ça du revers de la main. Okay? Dire, bah, l'intuition féminine, ça n'existe pas vraiment. C'est un truc de psychologie populaire, c'est pas sérieux, ça tient pas la route scientifiquement. Ou sinon, s'ils sont pas aussi cavaliers, ils vont dire, ben nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ces choses-là, c'est l'intuition vraiment rationnelle qu'on a quand on réfléchit sérieusement aux choses, et pas l'intuition de la vie de tous les jours. Okay? Donc ils vont un peu esquiver la question comme ça. Moi j'aime bien, je ne sais pas ce qu'il y en est dans le fond, mais j'aime bien l'idée que il y aurait peut-être une explication derrière ça, et en un sens, quelque chose comme ça. Bon, on disait tout à l'heure, les intuitions, c'est peut-être des processus de second ordre qui vont faire intervenir des processus cognitifs plus fondamentaux. Et peut-être si on pouvait faire un lien à je ne sais pas, quelque chose comme une tendance chez les femmes où l'intelligence émotionnelle est plus présente, c'était la suggestion, mais c'est une pure hypothèse, je suis pas en train de dire que... Mais si, autrement dit, la base, il y aurait une différence au niveau de la base cognitive
des intuitions chez les femmes, chez les hommes, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir, au niveau de l'intuition, une différence. Alors ça pourrait être une piste, mais je ne sais pas, j'ai pas jamais creusé ça sérieusement. Il y avait un autre élément très intéressant, et là je l'ai perdu. On a parlé de l'intuition dans le processus de découverte. J'avais eu une idée en réaction à ça. Par rapport à l'intelligence émotionnelle? C'était pas ça. Le lien avec l'imagination, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est récurrent, en voulant dire, quand c'est une idée récurrente, C'est pas ça. Il y avait une idée nouvelle que j'aimais beaucoup. Et là, je ne sais pas si c'est la fatigue ou la bière, mais elle s'est perdue à quelque part entre le moment où j'ai entendu la réponse et ma fin de ma réponse. La question et ma fin de ma réponse. Et il faudrait que j'y repense. c'est pas grave. Mais il y avait une autre idée. C'est filmé, vous allez pouvoir y réfléchir. Ouais. Fait que faites-nous une belle conclusion. Bon, la plus belle conclusion, je pense que je peux faire, c'est de dire un grand merci à Clément, pas juste pour l'invitation, mais pour cette belle initiative qu'est le Cercle Est-Ouest, que j'ai eu plaisir à découvrir ce soir. Et un grand merci à vous tous de vous être déplacés pour le plaisir de la philosophie. Merci. Merci.